ça se passe dans les mots. Il y a une discipline. Ici, on ne fera que parler. Rien d'autre. Si, parler et payer. Bon, on en parlera une autre fois du payer. Mais donc voilà, effectivement, il y a eu une certaine parenté qui ne me paraît pas niable et qui est la culture juive, c'est la plus archaïque des cultures, si je peux dire, puisqu'elle a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est restée dans le mythologique. Elle n'a pas peur du mythologique. C'est quoi les mythes? Ce sont des métaphores de ce qu'on ne comprend pas. Par exemple, on invente l'origine du monde. Alors, on invente un mythe pour raconter l'origine du monde. Personne ne le saura jamais, personne n'aura jamais aucune idée de comment ça a pu se passer. Mais il y a quelque chose qui est à cet endroit-là, quelque chose qui ressemble à une connaissance, même si ce n'est pas une connaissance apodictique. Je suis philosophe de formation, je sais que apodictique, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut pas réfuter, plus que nécessaire, ça ne peut pas être autrement. Alors, ce que je vais vous raconter, ça peut être autrement. La psychanalyse, ça peut être autrement, mais enfin, quand on rentre dedans, eh ben, on fait des découvertes qui ne sont pas toutes plaisantes, je souligne. Les découvertes qu'on fait en psychanalyse, il y en a qui sont vraiment indigestes. Mais je vais commencer tout de suite par vous montrer un exemple de découverte indigeste. Indigeste, mais à mon avis éclairante. Alors c'est le début du texte de Freud qui s'appelle « La dynamique du transfert ». C'est un texte de 1915. Extrait du petit bouquin qui s'appelle « La technique psychanalytique ». C'est un ensemble d'articles de Freud, d'à peu près de la moitié de sa vie, où il commençait à avoir correctement mis au point sa découverte, la découverte de sa méthode. Bon, mais là, je vous dis que le résultat. Qu'est-ce que l'amour pour la psychanalyse? N'oublions pas que tout individu, de par l'action concomitante d'une prédisposition naturelle et des faits survenus pendant son enfance, possède une manière d'être personnelle, déterminée, de vivre sa vie amoureuse. C'est-à-dire que sa façon d'aimer est soumise à certaines conditions, qu'il y satisfait certaines pulsions et qu'il se pose certains buts. On obtient ainsi une sorte de cliché, pardon la citation un petit peu longue, mais il se trouve qu'il parle mieux que moi. On obtient ainsi une sorte de cliché, quelquefois plusieurs, cliché qui, au cours de l'existence, se répète plusieurs fois, se reproduit quand les circonstances extérieures et la nature des objets aimés accessibles le permettent, et peuvent, dans une certaine mesure, être modifiées par des impressions ultérieures. L'expérience montre que parmi les émois qui déterminent la vie amoureuse, une partie seulement parvient à son plein développement psychique. Cette partie, tournée vers la réalité, forme un des éléments de la personnalité consciente qui en peut disposer. Une autre partie de ces émois libidinaux, sexuels, disons, de désir, libidinal, c'est tout ce qui fait mouvoir le corps, ce qui l'émeut et qui le fait mouvoir. Une autre partie de ces émois libidineux a subi un arrêt de développement et se trouve maintenue éloignée de la personnalité consciente comme de la réalité. Elle peut soit s'épanouir en fantasme, ne s'épanouir qu'en fantasme, soit rester tout à fait enfouie dans l'inconscient, et dans ce cas, rester complètement ignorée du conscient. Tout individu auquel la réalité n'apporte pas de satisfaction entière de son besoin d'amour se tourne inévitablement, avec un certain espoir libidinal, vers tout nouveau personnage qui entre dans sa vie. Et il est dès lors plus que probable que les deux parts de sa libido, celle qui peut accéder au conscient et celle qui demeure inconsciente, vont jouer leur rôle dans cette attitude. Bon, vous avez compris, dès que quelqu'un de nouveau arrive dans votre milieu, attention, ça peut être une tentation pour quelqu'un dont vous n'avez pas envie qu'il soit tenté. Mais c'est juste une tentation.
Donc l'amour, c'est ça. L'amour, c'est la répétition pour la psychanalyse, hein, et je n'y vais pas avec le dos de la cuillère, je ne fais pas de diplomatie, je n'essaye pas d'approche douce, au contraire. C'est trop loin. Donc l'amour, c'est la répétition de ces clichés. Vous avez appris à aimer et à détester votre mère d'une certaine façon, vos frères et sœurs, pareil, votre père, d'une certaine façon, les aimer, les détester en même temps, leur en vouloir et les adorer. Vous avez été capté par un certain type de relation et vous allez le répéter chaque fois que vous tomberez amoureux. C'est ça que ça dit. Donc l'amour, c'est la répétition des premières expériences où le corps a été ému par autre chose que ses besoins, la faim, son mal au ventre, quelque chose qui est de l'ordre du contact et qui fait qu'on a envie de toucher l'autre. Muqueuse contre muqueuse, dit Freud dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. C'est-à-dire que c'est du peau à peau, c'est du contact, c'est un désir de contact, de rapprochement jusqu'à ce que ça se touche. Voilà l'introduction. Alors je vais vous parler d'aujourd'hui de quelqu'un, pour illustrer ça, ce passage de Freud, je vais vous parler de quelqu'un qui n'a pas été mon patient, et pour cause, mais qui a l'intérêt, me semble-t-il, d'être l'inventeur de la science. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est celui qui a fabriqué une philosophie telle que la démarche scientifique puisse y trouver sa place. Alors quand je dis philosophie, en psychanalyse, ça peut se dire autrement, ça peut se dire une position psychique, une attitude par rapport au monde, par rapport aux choses, par rapport à la connaissance, bien sûr, par rapport à l'amour, hein, qui fait que un savant peut se jeter dans une recherche éperdue, trouver des choses inconcevables auparavant, et éventuellement monstrueuses ou choquantes, inattendues, inouïes. En plus, il faut qu'il les prouve. Mais comment est-ce qu'il faut être fait pour faire ça ? Eh bien, la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si j'ai pas envie de dire son nom et j'ai envie de le dire en même temps, elle a élaboré une philosophie qui rende compte de cette attitude. Il y a toujours eu de la recherche scientifique, il y a toujours eu des curieux, des actifs, des interrogeurs, mais il a rendu compte philosophiquement, c'est comme ça que ça s'appelle, du rapport au monde qui autorise la façon dont la science va toujours plus loin que les idées reçues. La science, ça conteste les idées reçues. Sinon, c'est toujours comme ça, quoi. Alors, ce monsieur, je vais quand même dire son nom. Il était de bonne famille, né en province, à une époque où au moins un enfant sur 2 mourait avant l'âge de 2 ans. Lui, il arrive après 2 enfants morts, dont un qui portait le même prénom que lui. Sa mère meurt quand il a 1 an. On l'envoie chez sa grand-mère, et lui qui, on va le voir, parlait beaucoup de sa vie, de ses impressions, de ses amis, de ses proches, ne dira qu'une seule chose de sa grand-mère: elle avait la barbe qui pique. Le père est un personnage relativement important, délégué au Parlement d'une province quelconque. Il semble s'être intéressé énormément à la médecine de l'époque, mais la médecine quand même. Et puis de lui, on ne sait rien d'autre. Il n'en a jamais parlé. C'est un enfant chétif, souvent malade. On ne sait pas comment c'était avec sa grand-mère, mais on n'a pas tout. Il n'a pas fait vraiment une analyse, et pas avec moi en tout cas.
Il se retrouve vers l'âge de 5 ans, comme on faisait à l'époque dans les bonnes familles, dans un collège de jésuites. Et là, sans doute qu'on avait remarqué ça avant, mais là, les bons pères sont émerveillés par son intelligence et son esprit curieux. Ils tolèrent ses maladies, ses malaises permanents, et ils font une chose qu'ils n'ont pratiquement jamais fait avec personne. Ils l'autorisent à rester au lit le matin, alors que tous les pensionnaires du collège de la Flèche, indication, sont debout à 6 heures, sont à la messe à 6 heures du matin. Et ils n'ont un petit déjeuner sommaire que vers 8 heures. Bon, le petit gamin, là, lui, il reste au lit jusqu'à 11 heures, il se lève quand il veut, quand il n'est pas malade, et intellectuellement, il fait des étincelles. C'est quand même un épisode marquant, vous allez comprendre pourquoi. Vers 15 ans, il a épuisé les possibilités d'apprendre du collège. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage dans la Légion. Enfin, je veux dire, dans la Légion étrangère. Il va faire la guerre dans les guerres qui se faisaient en Allemagne, alors en Allemagne, aux deuxième indication, où il n'est pas parti pour faire la guerre, il est parti pour voyager, pour voir du pays. Il se tape des crises d'angoisse. D'abord, il fait la route, et il se tape des crises d'angoisse terribles. Il passe des nuits à ne pas dormir. Il est tout seul dans une petite. À un certain moment, il est tout seul dans une petite baraque, un poêle, il appelle ça, dans la forêt. Et puis, il a 3 rêves qui seront racontés à Freud plus tard, dont Freud dira, ce sont des rêves c'est de la névrose actuelle. Ce sont des rêves qui commencent sa vie du moment. Donc, je ne peux rien en dire, parce que le patient n'est pas là pour les associations. Il fait 3 rêves, et donc il y en a un, je me souviens d'un, il est couché par terre par un vent terrible. Le vent, à l'époque, c'est le diable. Et puis après, il se retrouve dans l'église, à genoux dans l'église, il a retrouvé la foi de ses pères. Ben non, c'était pas vrai, mais c'était juste un rêve. Pendant ce séjour, cette espèce de stage de solitude dans sa cabane dans la forêt, tout seul, il a une idée. Il a une idée qui a révolutionné le monde, puisque c'était très probablement, on n'est pas très sûr de ce que c'était, mais c'est très probablement la géométrie analytique. C'est-à-dire l'idée d'appliquer les équations qu'on connaissait déjà aux figures géométriques. Bon, il n'en dit pas plus, mais c'est quand même une fichue découverte pour un môme de 17 ans. Il va continuer ses voyages, mais en même temps, voilà, ce qui lui arrive à ce moment-là, c'est qu'il commence à s'apercevoir qu'il ne croit rien de ce qu'on lui a appris. L'époque est à l'enseignement dominé par la religion. C'est une époque où ne pas être chrétien, il y a déjà les protestants, mais ne pas être chrétien, c'est carrément pas possible, c'est pas imaginable. Donc il ne va pas dire qu'il n'est pas très sûr que ça soit vrai, tout ça. Mais il doute de tout ce qu'on lui a appris, l'histoire, la géométrie. Non, pas la géométrie, justement pas. Tout ce qu'on lui a appris, je ne sais pas ce qu'on apprenait à l'époque, le latin bien sûr. Je ne sais pas ce qu'on apprenait à l'époque, tout je ne sais plus. La rhétorique sûrement, l'art de convaincre, c'est sûr. La philosophie ancienne, c'est sûr. Et puis, je ne sais pas ce qu'on a. Il y a la sociologie, ça n'existait pas. La théologie peut-être. Hein? La théologie peut-être. Ah bah de la théologie sûrement. Mais non, c'était quand même réservé aux grandes classes. Mais on apprenait des choses, bien sûr, le catéchisme, on apprenait un peu. Comme c'était les jésuites, c'était quand même un peu perfectionné, un peu intellectuellement exigeant. Il ne croit plus rien du tout. Et ce doute, c'est un peu la clé de ses angoisses d'avant. Il a laissé tomber tout ce qu'on pouvait penser qui tenait dans sa vie, et voilà qu'il ne croit plus à rien. Il n'y a qu'une chose qui résiste, ce sont les mathématiques. Ça, des longues chaînes de raisons qu'on ne peut pas contester parce qu'elles se déroulent toutes seules.
On ne voit pas à quoi ça sert, on n'est pas sûr que ça serve à quelque chose. On commence à le penser à l'époque largement, de plus en plus. Mais ça a l'air de tenir. Mais comme il est dans un système de doute généralisé, vous connaissez des ados comme ça, vous en connaissez tous. Comme il ne croit plus à rien, pour parler français d'aujourd'hui, eh ben, il a une idée supplémentaire, et qu'il est extrêmement intelligent et audacieux, il a une idée supplémentaire qui dit, oui, mais c'est bien joli les mathématiques, mais le Dieu qui m'a créé, là, que vous dites qui m'a créé, qui nous a tous créés, il aurait très bien pu faire que je me trompe chaque fois que je sois sûr de quelque chose. Troisième indice, il a une idée. Cet indice-là, il est transparent. Il se dit, mais il y a quelque chose sur quoi il ne peut pas me tromper. C'est sur le fait que je pense. Il peut me mettre des idées fausses dans la vie, mais il ne peut pas me tromper sur le fait que je pense. Je suis une chose qui pense, un être qui pense. Bon, maintenant vous savez qui c'est. Il s'appelle René Descartes en français, Cartésius en latin. Continuons son histoire. Eh bien, il y a un moment où il voyage. Après, il y a eu ces illuminations de début, enfin ces illuminations, ces idées géniales, mais avant qu'elles se développent, il faudra 10 bonnes années au cours desquelles on ne sait pas trop ce qu'il fait. On sait qu'une chose, et ça me renvoie à la partie de l'histoire que je n'ai pas racontée, parce qu'il l'a racontée beaucoup plus tard. La seule personne avec qui il ait eu des relations de corps, de tendresse sans doute, qui est comptée pour lui corporellement, cette nourrice, était une femme qui louchait. Et ça lui est resté, il l'a raconté encore longtemps après. Et dans toute sa vie, il n'a pu vivre qu'avec une femme qui était servante, comme sa nourrice, et qui louchait. Et il a raconté que les seules femmes qui l'attiraient, qui l'attiraient dans le sens que vous pensez, c'était des femmes qui avaient des coquetteries dans les yeux. Voilà une application de ce que je vous ai lu de Freud au début. Retrouver ce qui a été la source des premiers émois. Alors, bon, je reviens à cette partie de l'histoire qui est mal connue. Il semble qu'il soit entre se montrer fidèle à ce qui lui a été enseigné et puis développer ce qu'il est en train de trouver qui pourrait mener tout à fait ailleurs. Il y a une chose sur loucher, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est peut-être le moment, c'est que tout de suite, il aura une réputation louche. Oui, c'est des jeux de mots, mais c'est quand même frappant que la deuxième œuvre philosophique majeure qu'il écrira, elle est précédée d'une, comment ça s'appelle, le petit truc qu'on met en haut, un exergue. Larvatus prodeo, en français. Je m'avance masqué. J'ai quelque part la façon de... Il compare ça à un comédien. Il se compare à un comédien qui cache sa figure sous le masque du personnage. Je rappelle qu'à l'époque, les comédiens, c'était des gens maudits, voués à l'enfer, qu'on n'enterrait pas en terre sainte. Voilà, c'est la comparaison qu'il donne pour faire comprendre qui il est. Naturellement, il ne parle de ça qu'à des correspondants choisis. Bon, passons sur les 10 ans dont on ne sait pas grand-chose. Il y a des voyages, il y a des pèlerinages pour se faire pardonner. Et son intérêt pour ce qui va être la science n'a pas encore vraiment pris forme. C'est là, il s'intéresse à tout. Il s'intéresse aux animaux, il s'intéresse aux choses, il s'intéresse aux fleurs, il s'intéresse au vent, à la météo. Et à chaque fois, il essaye d'expliquer comment ça marche. C'est-à-dire comment c'est dedans.
comment ça doit être dedans pour qu'on voit ce qui apparaît à l'extérieur. J'ai dit louche, c'est pas simplement un jeu de mots débile, c'est un jeu de mots pas débile, parce que ça s'appuie sur la pulsion scopique. Je dis le terme technique. C'est-à-dire, le regard est pour lui une chose déterminante. Je ne vous le fais pas dire avec les dames qui louchent. C'est si déterminant qu'il va inventer en optique une loi qui continue de porter son nom, qui est la loi de Descartes, la loi de la diffraction. Sinus I égale n sinus R, je crois. Enfin, si quelqu'un pense que c'est autre chose. Donc voilà, il y a cette dominante pulsionnelle, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Par exemple, disons, un certain lien de la curiosité avec la science. Le résultat, c'est qu'il va faire des dissections, qui sont à l'époque complètement interdites. Sauf en Hollande, où il va finir par partir, et où c'est un peu, pas vraiment interdit, mais enfin, regardé d'un sale œil. Il s'est accoquiné avec un... je sais pas, le passage, c'est qu'il part en Hollande, parce qu'il est louche, parce qu'il n'a pas confiance, et parce que, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a... La Hollande, c'était le pays de la liberté. Il y avait 100 000 émigrés français en Hollande. Tout ce qui était intellectuel et qui avait un peu peur de l'Église. Les sorcières, c'est à peu près contemporain. L'Inquisition, c'est tout frais, c'était le siècle d'avant. C'est pas vraiment fini. Donc tout ce qui avait un peu d'indépendance de pensée et l'envie de penser, de réfléchir, s'en allait en Hollande. Et pas seulement de France, mais aussi de France. Donc il s'installe en Hollande, et là, qu'est-ce qui va se passer? J'avais commencé à dire quelque chose, je vous demande pardon, mais voilà, c'est comme ça. En fait, il s'est accoquiné avec quelqu'un en Hollande. Pour les dissections. Voilà. Pour les dissections. Pour les dissections. Et tu nous as pas Oui, dit oui. Oh, bah, je sais pas, tu le sais peut-être, toi. Non. T'es suspendu à tes lèvres. Ouais, dans les biographies que j'ai lues, il s'était accoquiné avec un boucher qui lui fournissait de nuit, secrètement, des cadavres de frais. C'est tout ce que je connais comme accoquinement. Il a été... Les traitements à l'enfant, à l'époque, étaient plutôt féroces. Limite cruels ou limite dépassés. On n'avait pas la douceur qui est aujourd'hui préconisée. Il ne faut pas lui faire mal, faut pas... Non, il faut que ça fasse mal pour que ça soit efficace. C'était les bonnes femmes, quoi. Ce qu'on appelait les bonnes femmes. Des remèdes de cheval, mais en même temps des paroles, une connaissance de l'enfant, une solidité dans la conviction qui faisait un cadre pour une éducation. Donc je pense que cette espèce de... D'une part, pour résumer, d'une part, il n'a pas connu l'amour dans sa jeunesse. Il a été privé de tendresse, il a été privé de... Sa mère est morte tout de suite. En fait. Il a passé sa vie entre la vie et la mort. Il est malade tout le temps. Il y a la mort dans sa vie, tout le temps. Et vous allez voir que c'est pas fini. Le fait que, comment dire, les satisfactions corporelles dont parle Freud, les émois corporels, lui a été refusé, ça fait quoi? Ça fait que ça se reporte sur la curiosité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer tous les jours de la vie et avec tout le monde. S'il n'y a pas des satisfactions du corps, il y a toujours la possibilité de devenir une tête chercheuse. Et c'est ce qui lui est devenu. Il l'avait spécialement développé, mais ça arrive à beaucoup de gens de s'intéresser à comment ça marche.
dans tous les sens du terme, mais comment ça marche la mécanique, comment ça marche les cerveaux, comment ça marche. Et d'ailleurs, Descartes disséquait énormément de cœur et de cerveau. De toutes les tailles. Hein. Enfin, je ne sais pas s'il a disséqué aussi des corps, des cadavres, c'est bien possible, parce qu'il avait un intérêt pour la médecine qui était considérable. Et qui s'est toujours accentué de jour en jour. Donc, je ne sais pas si j'arriverai au bout. Donc, il part en Hollande, et qu'est-ce qui lui arrive là? Il découvre l'amour. C'est là où il découvre, dans la maison de Huygens. Huygens, qui était un autre grosse tête de l'époque. Le Huygens en question, alors je ne sais plus lequel c'est, il y en a un qui était plutôt mathématicien et l'autre qui était plutôt opticien. Je crois qu'à l'époque, c'était l'opticien, l'optiqueur, quoi, celui qui s'occupait de la vue, des trajets de la lumière et tout ça. Et puis il avait un fils qui était le futur mathématicien génial, le gosse. Donc il fréquentait cette famille. Et qu'est-ce qu'il voit assise au coin de la cheminée dans cette famille? Une jeune fille avec un strabisme. Et c'est parti. Il est parti en Hollande, c'est pas pour se faire l'esclave des chaînes de quoi que ce soit, ni des conjugales ni autres. Donc il va se mettre avec le petit jeune. Il a 30 ans et quelques et elle a 20 ans. Et puis, alors il n'en dit rien. On sait son nom. On sait qu'il lui a légué à sa mort, dans son testament, il lui a légué 1000 florins, qu'il a assisté à son mariage après que leur histoire soit terminée, mais à part ça, d'elle, on ne sait rien, on n'a pas de photos. Et il n'en parle jamais. Mais ce qui va arriver, c'est que cette femme va lui faire une petite fille, va leur faire une petite fille. Ils ne vont pas vivre ensemble tout le temps, par intermittence. Et tout de suite, les mauvaises langues se mettent en marche. C'est du concubinage, il vit dans le péché, on lui prête des tas d'aventures et des enfants illégitimes dans tous les coins. Et c'est au point qu'ils vont se séparer provisoirement plusieurs fois, sans doute à cause des ragots, parce que les ragots de l'époque, c'était pas juste... Il y avait des sanctions importantes, menaçantes, c'était grave. Enfin bref, ce que je ne savais pas et que j'ai trouvé, pas vraiment, et que j'ai trouvé dans ce petit livre, que je ne recommande pas, mais quand même, il y a des tas de citations, c'est un livre d'un romantique, il s'appelle Jean-Luc Coy-Baudin, Un amour de Descartes, édition de Gallimard L'Infini. Et il va aimer follement cette petite fille, qui vivra 5 ans, et qui mourra de la scarlatine. Il semble que ce soit avec cette petite fille qu'il ait découvert ce que c'était que l'amour, le vrai amour. Et voilà que, au bout de 5 ans, Scarlatine, elle est morte toute rouge, quoi. Après ça, il passe des mois, sinon des années, d'abattement, de prostration, d'abattement total. Plus rien ne prend, enfin c'est un vrai deuil, quoi. Vous savez comment c'est un deuil, on n'a plus de goût à rien, tout ce qu'on aimait avant n'existe plus, il n'y a rien. Il va essayer un petit peu de retourner à la philosophie, qui ne l'intéresse plus non plus. Et puis il dit c'est trop fatigant. Je ne pense pas plus de 3 minutes par an parce que la métaphysique c'est trop fatigant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers ses amours spontanés, c'est-à-dire la science, les dissections, l'explication du monde. Alors il va faire un traité sur les météores. Tu te rappelles, Géraldine? Il a fait un traité du monde, les météores. Il a fait un traité d'escrime, mais ça c'était quand il était jeune.
traité de Il fait dioptrique. des tas d'explications de la mécanique. Il n'a pas fait un traité de dioptrique. Dioptrique, bien sûr, bien sûr. Il fait un traité concernant la vue, quoi, la vue, la lumière, la vision. Des livres de médecine, enfin des livres non, c'est pas vrai, il ne fait pas de livres de médecine. Il fait des tas d'ouvrages sur la mécanique. Il explique, il trouve des explications pour l'arc-en-ciel, pour l'écho, comment ça peut se passer. Alors il invente des machins, des mouvements dans l'éther, les trucs les concepts scientifiques qu'on a à l'époque, avec une ingéniosité formidable. La météo, c'est aussi la météo. Voilà, il se consacre à ça, il fait de la science, autant que possible, sans, de l'autre côté, lâcher les dissections. Alors là, interviennent les autres femmes. Il a, en même temps que sa servante, dont il ne dit jamais un mot, il a une correspondance suivie avec des bas bleus bien placés, des amies très savantes. Et ça l'intéresse, il a une correspondance suivie, elle l'interroge sur sa philosophie, parce que je n'ai pas dit en passant qu'il avait publié le discours de la méthode, je crois que c'est en 1635, et puis les méditations métaphysiques, qui sont l'œuvre précédée de Je m'avance Basquier, livres qui sont dédiés à ces messieurs de la Sacrée Faculté de Théologie de Paris. Mais les messieurs de la faculté, il aura la chance de n'être pas poursuivi pour hérésie. Mais c'est tout juste. Je ne dis rien de ce qu'il y a dedans, sauf qu'il raconte son doute. Et puis, ce que je vous ai raconté à l'instant, la trouvaille qu'il a faite. Non, je n'ai pas raconté la trouvaille. Il a juste... Voilà, les mathématiques, c'est la seule chose qui tienne. Sauf si il existait un dieu trompeur qui me trompe, si je vous l'ai dit, qui me tromperait, qui me mettrait que des idées fausses dans la tête, qui se foutrait de ma gueule tout le temps, quoi. Il a inventé ça. Comme figure du père, c'est quand même pas mal. Et puis la façon dont il s'en sort, il y a quand même un point. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai l'univers. C'est exactement ce qu'il va faire. Il y a un point, quand je pense, je sais que je pense. Même si je pense des conneries, je pense quand même. À partir de là, il va soulever l'univers. C'est à partir de ça qu'il va réussir. Alors ça lui donne une certitude, une autre certitude philosophique, qui est, quand une idée est claire et distincte, c'est qu'elle est juste. Je renonce à mon Dieu trompeur et je me mets dans la tête que ce n'est pas un Dieu trompeur, parce que ce serait trop fatigant et trop angoissant. Et donc, s'il me met dans la tête une idée qui présente tel et tel caractère, clair et distinct, clair, ça veut dire que c'est net, je ne sais pas comment on explique clair, c'est clair. Et distinct, ça veut dire qu'on ne peut pas confondre avec une autre. C'est ça l'important. Ça, il a dû apprendre chez les jésuites, où le discernement est une chose très importante. Des concepts voisins, mais qui ne sont pas les mêmes. Exemple, la force et la puissance, par exemple. C'est pas la même chose. Bon, là-dessus, voilà, à partir de là, avec ses idées claires et distinctes, il va pouvoir reconstruire le monde et faire tous les ouvrages savants dont j'ai parlé, qui sont moitié expérimentaux et moitié mentaux, conceptuels. Par exemple, pour expliquer le monde, il va les tourbillons. Pour expliquer le mouvement des étoiles, je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait, mais parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Bon, je laisse... donc, il discute avec des grandes dames, très intelligentes, qui savent des choses que personne n'apprend, l'hébreu, le chinois, qui s'intéressent au corps, qui s'intéressent à l'âme, qui s'intéressent à la théologie. La princesse Élisabeth, un exemple. Élisabeth de Bavière, je crois. De Bohême. Élisabeth de Bohême, je crois. Enfin, peu importe, de toute façon, on ne sait pas qui c'est. Il a avec elle strictement de correspondance. Ces dames
qui s'ennuient, elles peuvent aussi, qui s'ennuient ou qui sont trop prises par le protocole des aristocrates, elle peut aussi se distraire en s'intéressant aux connaissances. Alors, celle-là, elle le lit avec attention, la princesse Élisabeth, et elle lui pose une question, qui est: mais vous affirmez que le monde est fait de deux substances absolument différentes, qui sont l'étendue, qui est l'attribut de la matière, et l'esprit, qui est inétendu, qui n'a pas de corps et qui est impalpable, qui est du côté de l'âme, mais c'est l'esprit qui calcule, qui entend, qui raisonne. Voilà, il y a la matière et l'esprit, et puis c'est tout. Et elle lui dit: mais comment vous faites pour les articuler l'un à l'autre? C'est une bonne colle pour quelqu'un qui dit il y a d'un côté ceci, de l'autre côté cela, un point c'est tout. Et il lui répond quelque chose dans le genre, comme Lénine, la preuve du pudding c'est qu'on le mange. Il lui répond: ça se sent. Regardez les oiseaux, regardez là, puis vous verrez que le corps est toujours uni à l'esprit. Je ne sais pas comment il fait son raisonnement, mais il lui répond ça. Et qu'est-ce qui se passe après cette réponse, qui est donc en dehors de l'attitude docte? C'est une réponse qui ne m'emmerdez pas avec vos concepts. Vivez ce que vous vivez, un peu c'est tout. Après, alors qu'elle discutait de philosophie, de savoir, de connaissances avec lui, il ne lui répond plus jamais sur des points de philosophie. Elle va abandonner ça. En revanche, une chose apparaît qui n'était pas trop apparue avant, c'est qu'elle avait toujours un pet de travers, toutes sortes de pères, et qu'elle lui raconte, et qui lui dit voilà ce qu'il faut faire. Donc il fait le médecin avec elle. Voilà, c'est une histoire avec une de ces grandes dames. Et la correspondance continue, mais il faut prendre des racines de machin, c'est ce qu'il faut faire. Il avait, tout scientifique, rationnel, rationaliste qui soit, il avait des à côté un peu, non pas mystiques, presque sectaires. Il s'est intéressé aux Rose-Croix. Il a pris comme manuel de diététique des livres de Nostradamus. Donc à côté de sa rationalité fieffée, effrénée, il y avait des à côté, quoi. Bon, dernière histoire de dame, c'est la dernière. Encore une qui lui posera une question dont il ne se sortira pas. C'est la reine Christine de Suède, qui a lu ses œuvres. Elle aussi, c'est une savante, barbe bleue, elle s'intéresse à toutes les connaissances de l'époque. Il a écrit entre-temps un truc qu'il a appelé « Traité des passions », où il explique des choses formidables sur l'amour, la haine, la beauté. C'est absolument formidable, c'est d'une justesse incroyable. Et alors elle lui dit ce sur quoi je voudrais surtout vous interroger, c'est sur ce que c'est que l'amour. Et elle l'invite à passer quelque temps dans son château en Suède, comme dirait Sagan. Et voilà. Et lui qui s'était bien juré apparemment de ne plus voyager, eh ben il y va. Lui qui était frileux, qui ne supportait pas le froid, qui dormait le matin, toujours comme au collège, il y va. Et quand il arrive, le cours de philosophie, c'est à 4 heures du matin, dans un château non chauffé, en plein hiver, en Suède. Qu'est-ce qu'il va faire? Une congestion et mourir. Il a 42 ans. Voilà, j'ai presque envie de m'arrêter là, mais quand même, non, il manque quelque chose. Il faut un petit lien avec le texte de Freud que je vous ai lu tout à l'heure, et qu'on peut commenter avec un autre texte de Freud qui s'appelle « Observation sur l'amour de transfert ».
Alors, pour aller vite, parce que l'heure tourne, quelle heure est-il? 9h30, on Ça va 9h30 déjà? Quand même. a encore 20 minutes. Oui, d'accord. Où est-ce qu'il est le texte? Je vais prendre par un autre bout. Le commandement du père pour la psychanalyse, c'est... Non, je ne vais pas y arriver par là. Le commandement du père, c'est « tu iras désirer ailleurs ». C'est pas la peine de se focaliser sur le fait que c'est lui qui est propriétaire de la mère. Il s'ensuit quoi? Mais que tu iras chercher une autre femme, et puis d'autres objets de désir. Et tu ne resteras pas fixé sur la maison, tu iras désirer ailleurs. Ce dont on s'aperçoit dans une cure psychanalytique, c'est que le désir peut aussi se déplacer sur les mots. C'est ce que je vous ai laissé entendre avec l'histoire du louche et de bien d'autres choses dans l'histoire de Descartes. Peut-être que c'est le moment de... Alors comment ça se passe que le désir se déplace? Bon, on vient de le voir, le désir se déplace sur les mots par l'intermédiaire de... Ah oui, l'histoire du regard. On pourrait croire que retrouver une personne qui louche, c'est comme l'empreinte dans Konrad Lorenz, dont parle Konrad Lorenz, vous connaissez tout ça, j'imagine, la théorie de l'empreinte. Il a fait éclore des œufs d'oiseaux, et puis il s'est mis un truc, il a imité la mère d'une oie sauvage. Ce sont des oies sauvages, c'est pas des oies gavées. Et l'oison a suivi le savant comme si c'était sa mère, les oisons ont suivi le savant comme si c'était leur mère. Et quand est venu le moment des amours, ils ont courtisé le père Lorenz comme si c'était une oie. Eh bien, la psychanalyse retrouve des mécanismes comparables, seulement c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça passe par le langage. La formule paternelle « tu iras désirer ailleurs », elle a pour intermédiaire toutes les chaînes du langage, toutes les associations qu'on peut faire dans le langage. C'est là que... L'exemple traditionnel en psychanalyse, c'est un exemple donné par Freud au tout début de sa pratique, et c'est effectivement une confusion de mots qui traverse les langues. Il s'agit d'une patiente de langue allemande, une autrichienne qui vienne comme de famille autrichienne, qui, entre autres symptômes, parce qu'elle en avait des dizaines, ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus boire, elle ne pouvait plus parler allemand non plus. Elle ne parlait qu'en anglais. Explication. Non, il n'y a pas l'explication, ça ne vient pas tout de suite. Elle ne pouvait parler qu'en anglais. Explication. Le cœur de l'affaire est une traduction de l'allemand en anglais. Quelque chose avait fait dans son histoire, dans sa petite enfance, dans son histoire libidinale, dans l'histoire des moments où du désir, du trouble sexuel s'était fait sentir. Quelque chose avait fait que c'était lié à un nez brillant. Mettons un homme avec un nez brillant qui lui aurait mis la main aux fesses quand c'était pas l'heure. Quelque chose dans ce genre. En allemand, brillant se dit Glanz. En anglais, le même son, Glanz, veut dire un coup d'œil, un regard, un coup d'œil. La dame, elle pouvait parler anglais parce que dans l'anglais, le brillant sur le nez était, le nez, ça se dit à peu près la même chose, était atténué en simple coup d'œil. Quand Freud a trouvé ça, elle a pu parler allemand. Et en même temps, elle a pu, il y a d'autres exemples comme ça, elle a pu recommencer à boire. Donc,
les sons des mots, c'est pas ce qui fait qu'on peut passer d'un nom à l'autre, d'un mot à l'autre. C'est énormément les sons, c'est-à-dire les oreilles, ou les yeux, ou les autres organes des sens, disons. Voilà pourquoi tu iras désirer ailleurs, ça passe éventuellement, comme on ne peut pas physiquement affronter les interdits en les remplaçant par des actes interdits, eh bien, ça passe par le langage. C'est comme ça, nous sommes des êtres parlants, la psychanalyse, c'est une discipline où on ne fait que parler, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est une espèce de lieu expérimental des implications de la parole. C'est clair ou pas? Pour ceux qui sont habitués, oui. Oui, il s'agissait de retourner à la définition de l'amour comme transfert. Donc il s'agissait d'introduire le phénomène du transfert dans la psychanalyse. Ce que je vous ai raconté sur la vie de Descartes, c'était tout entier du transfert, parce qu'on peut appeler transfert le fait que ce n'est plus ma nourrice louche, je l'ai perdue, mais j'oublie que je l'ai perdue quand je peux retrouver une autre loucheuse. Et ce désir du louche se retrouve dans ma réputation, le fait qu'il louchait un coup sur les catholiques, un coup sur les protestants, qu'il était toujours dans deux endroits à la fois. Tout ça, c'est du transfert au sens où ce sont des souvenirs, des impressions de l'enfance qui se déplacent dans d'autres contextes, mais qui se retrouvent dans d'autres... Alors, je ne dis pas que c'est la cause, je dis que ça colore toute la vie d'une personne. Rappelez-vous ce que dit Freud au début, il y a des clichés qui sont établis une fois pour toutes, et puis on va se décarcasser pour pouvoir les reproduire. Alors, une petite nuance supplémentaire, on va se décarcasser, se donner un mal de chien, parce qu'on se donne un mal de chien dans la vie, pour les reproduire avec une petite correction. C'est que là où ils ont raté, cette fois-ci ça réussisse. Et l'espoir que cette fois-ci ça réussisse ne s'arrête jamais. Alors, je ne raconte pas toute l'histoire, j'arrive directement aux conclusions. Freud s'est aperçu plusieurs fois que quand il ouvrait le terrain de la parole libre à ses patients, 2 fois sur 3 ou 1 fois sur 2, je n'ai pas fait de statistiques, mais il arrivait assez souvent que la patiente, quand c'était une patiente, se déclare amoureuse de lui. Merde. Moi, je suis médecin. Je ne suis pas là pour faire des conquêtes. En plus, elle ne me plaît pas ou elle me plaît. Ce que je veux, c'est... j'ai inventé un truc qui est la psychanalyse, que je veux scientifique et qui a quelque chose de scientifique, même si ce n'est pas jusqu'au bout. Au moins la méthode de penser. Et je ne suis pas là pour avoir des aventures. En plus, je suis un homme marié, je suis fidèle à ma femme. Non, c'est pas mon truc. Et puis, je vais quand même pas rompre mon ménage. Et puis, de toute façon, ce que vous êtes en train de me dire là, c'est une façon d'empêcher l'analyse d'avancer. Alors, comment il s'aperçoit de ça? Mais il s'aperçoit de ce que, une fois que la femme s'est mise dans la tête qu'elle était amoureuse de lui, eh bien, elle consacre toute son énergie à essayer de lui plaire. Lui plaire ou de le séduire. Alors il y en a qui passent par la séduction, qui s'habillent bien, qui mignonnent. Il y en a au contraire qui rentrent dans sa pensée et lui apportent des aliments, des nouveautés, des nouvelles idées intéressantes, qui collaborent avec lui. Mais il s'aperçoit très vite que ce deuxième aspect, rentrer dans sa pensée, ne les intéresse très vite, ça ne les intéresse plus du tout. Elles ne pensent qu'à leur amour et à chanter leur amour et à dire « mais je sais que vous m'aimez, je sais qu'un jour... » Et elles abandonnent le travail analytique qui consiste à suivre les chaînes associatives. C'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, dites ce qui vous passe par la tête. Alors il dit
pourquoi je dis que toute l'histoire de Descartes, c'est du transfert? Parce que toutes ces... Enfin toutes, on ne sait pas toutes, mais quelques-unes de ces impressions d'enfance se sont retrouvées dans toute sa vie régulièrement. Elles ont été transférées dans d'autres lieux. La différence entre la dame qui tombe amoureuse de Freud ou de son psychanalyste ou du monsieur, il y a aussi un monsieur, l'homme au loup, il était fou amoureux de Freud. Pas... bon, enfin, ça c'est pour les gens qui connaissent les 5 psychanalyses. Il y a une focalisation du déplacement, des déplacements qui se produisent toujours dans la vie, une focalisation sur une seule personne, éventuellement sur un seul lieu. Vous voyez comme ça des gens qui sont en analyse depuis 20 ans, ça n'a pas changé, mais ils ne parlent que de psychanalyse, ne me regardez pas trop, ils s'intéressent qu'à ça, et, ils y travaillent comme des fous, et ils avancent petit à petit, doucement, mais indéfiniment. Et ça aussi, c'est quand le transfert se focalise sur quelque chose. C'est-à-dire quand tout le déplacement se concentre sur, en l'occurrence, le lieu de la cure. C'est pas forcément la personne du médecin. Comme disait Lacan un jour, si vous les regardez, ce sont plutôt des remèdes contre l'amour. Mais ça peut être le lieu, ça peut être le dispositif, ça peut être la pensée analytique. Il y a des tas de jeux auxquels on peut jouer quand on est dans ce milieu-là, dans cet intérêt-là. Voilà, au fond, c'est ce que j'avais à vous dire. J'étais en train de dire que cet amour-là, déplacé sur l'analyse, c'est un obstacle à l'analyse. Oui, merci, j'étais en train de dire ça, oui, mais je crois que j'ai expliqué pourquoi. C'est qu'elle ne s'intéresse plus du tout, la dame qui tombe amoureuse de lui, elle ne s'intéresse plus du tout au travail analytique. Ah oui, effectivement, on peut continuer. Du point de vue technique, on peut continuer. C'est là où, observation sur l'amour de transfert, il dit, ben voilà, quand vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bien embêté. Soit vous arrêtez l'analyse. Normalement, vous devriez arrêter l'analyse. Parce que je suis un médecin, je ne suis pas un amant. Il dit, ben non, il ne faut surtout pas. Il faut continuer l'analyse. Il faut que la dame, puisque c'est une dame cette fois-ci, mais enfin, c'est pas forcé que ce soit une dame et un monsieur, il faut qu'on réussisse à ramener tous ces investissements massifs qu'elle fait au même endroit, sur le même lieu, à leurs sources infantiles, à leurs différentes sources infantiles. Et pour ça, il n'y a que la méthode associative. C'est-à-dire quand vous parlez sans prétendre contrôler ce que vous dites. Et surtout, sans prétendre savoir d'avance ce que vous allez dire. Quand vous vous laissez surprendre par ce qui vient. Là, on trouve les chemins qui permettent de remonter au moment où ça s'est fabriqué. Plus ou moins, mais on trouve un peu. Et dès qu'on s'approche un peu, dès qu'on trouve un peu comment ça s'est fabriqué, à ce moment-là, ce qui vient, c'est une espèce de liberté. C'est-à-dire que les investissements qu'on peut faire, quand on s'amourache, non, on ne s'amourache pas justement, quand on trouve quelque chose vraiment intéressant, ils n'ont plus le caractère passionnel qu'ils avaient avant. Et c'est mesuré et posé à la balance du réalisable. Je suis amoureuse du médecin-chef, ou bien j'y arrive ou bien j'y arrive pas, mais il faudrait franchement mieux que je me tourne vers mon petit fiancé qui me fait la cour depuis longtemps, qui a des intentions pures et avec qui je suis amie depuis toujours. Bon, le médecin-chef, c'est plus tentant. Ah, pas trop pur quand même. Pardon. Comment est-ce qu'on dit vos intentions sont pures, droites? C'est horrible. Non, c'est celui qui envisage de passer vraiment, qui s'arrive vraiment, de vivre vraiment avec vous, de vivre vraiment quelque chose avec vous. Ah, ok. Et pas celui qui
Ah, ok. de faire son affaire. Non, mais c'est pas pour ne pas baiser. Voilà, qu'est-ce qui restait encore? Donc, Freud dit, il faut que vous vous arrangiez pour que ramener toujours la question analytique sur ce qu'elle raconte, c'est-à-dire qu'elle vous dit je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne avant, mais même pas votre papa. Bon, je donne des interprétations plus que caricaturales, mais c'est quand même vers ça que ça va remonter. Vous êtes l'homme de ma vie, ah, vous n'en avez pas eu un autre? Il dit que c'est fatigant, que c'est pénible, mais que c'est la seule position conforme à l'éthique de la psychanalyse. Vous êtes là pour que les gens fassent leur analyse, vous n'êtes pas là pour qu'ils réalisent leurs désirs anciens. Vous êtes là pour que ça s'analyse et qu'ils puissent après réaliser leurs désirs d'une façon moins folle, moins passionnelle, moins entêtée, moins ratée d'avance. Voilà. On peut s'arrêter là ou pas? Il y a énormément de... Si vous prenez un jour le texte qui s'appelle Observation sur l'amour de transfert, vous en saurez plus. Et il y a des notations d'une justesse incroyable. Mais voilà, moi je m'arrête, je suis fatiguée. Tu veux dire quelque chose? Oui, juste après d'avoir le côté un peu résistance du transfert, mais c'est quand même aussi une affaire. Oui, non. Ça n'a rien de spécifique à l'analyse. L'amour, c'est, comme dit Lacan, c'est quand il vous a à la bonne. Bon, effectivement, ça fait passer n'importe quoi. Ce n'est pas propre à l'analyse. S'il n'y a pas d'amour dans une action quelconque... Ce que je disais, c'est que tu mettais l'accent sur le côté résistance. Oui. Bah, sur le côté résistance, j'ai essayé de... La résistance moteur. Non, le transfert. Bah, c'est moteur à condition qu'on réussisse à faire ce travail de ramener la passion actuelle à ses sources antérieures. Et puis il y a plein de conséquences. Par exemple, on va abandonner l'idée qu'on est resté un gosse. On n'est pas qu'un gosse. Le gosse est toujours là, mais on n'est pas que ça. Le thème de la soirée, c'est l'amour, mais dans le transfert, il n'y a pas non plus que de l'amour à l'occasion. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. C'est vrai qu'on pourrait parler du transfert de Descartes sur messieurs, les messieurs de la sacrée faculté de théologie de Paris, qu'ils redoutaient, qu'on pourrait faire épiloguer, on pourrait raconter encore plein d'histoires. Sur Descartes, on pourrait penser que, voilà, que le seul bon père qu'il ait trouvé, c'est les bons pères qui lui permettaient de dormir le matin et qui appréciaient son intelligence. Du coup, il a pu développer son intelligence sans en avoir honte et sa curiosité, alors que son père se désintéressait de lui et s'occupait d'autre chose. Mais il a quand même repris de son père ce goût de la médecine que j'ai signalé en passant. On pourrait comme ça, c'est vrai. Le transfert n'est pas que positif, c'est vrai. D'ailleurs, Freud le signale. Et... je sais pas, peut-être que quelqu'un parlera du transfert négatif. C'est le pôle opposé, c'est-à-dire c'est quand je consacre, que je concentre, focalise sur un même objet ou un même être, toutes mes angoisses d'enfant, toutes mes peurs d'enfant, toutes mes craintes, tout. Voilà. Non, pas d'accord? Si. Alors, dans ce cas-là, Daniel, l'amour ne serait que passionnel. C'est là, en fait. L'amour a un côté passionnel, toujours, mais pas que. Voilà. Il est vivable quand il n'a pas que ce côté-là. Et si vous lisez Belle du Seigneur, qu'on entendait récemment raconter à la radio, vous voyez que c'est l'enfer. Il est éperdument amoureux et en même temps d'une méchanceté épouvantable.
C'est un attachement aussi. Ce n'est pas moins un attachement, la haine n'est pas moins un attachement que l'amour. On s'en défait pas, on s'en dépêtre pas, on ne sait pas quoi faire avec. Voilà. Pardon si je vous ai un peu assommé. Je vais vous demander une question. Que vous pensez de... Luc Ferry a écrit plusieurs livres, au moins deux, sur le mariage d'amour. L'importance du mariage d'amour avec son avènement avec la révolution industrielle. Et donc, pour lui, c'est ce mariage d'amour, donc cette projection des premiers fantasmes, enfin, des premières émotions de l'enfance projetées, hein, ce que vous avez dit. Mais retrouvée dans une liberté par l'autonomie qu'apportait à ce moment-là la révolution industrielle et qui a permis l'amour des enfants. Et donc, cet amour des enfants, il va venir avec la révolution industrielle. Ça me paraît très important parce qu'on est en train de changer un peu de paramètre, de paradigme plutôt. Et voilà, je voudrais que vous me parliez un peu de votre vision psychanalytique, de ce changement de paradigme par rapport à notre révolution post-industrielle actuellement, et de ce que comment ça va se projeter avec l'amour des enfants, ce qui me paraît assez essentiel avec les modes bioéthiques actuellement. Ça, c'est un truc... L'amour des enfants aujourd'hui, ça me paraît complètement passionnel. C'est passionnel. Comme on est dans un monde où plus les cadres, aucun des cadres anciens ne tiennent, il me semble qu'il ne reste plus que la relation avec l'enfant, quoi. Si on faisait un topo sur les enfants et l'amour des parents, on verrait que c'est pas forcément tout bénéfice. On peut aimer les enfants. Toutes ces histoires de PMA, c'est troublant. Je ne sais rien dire d'autre. Les couples non hétérosexuels qui demandent à être reconnus comme famille à part entière, je n'ai pas d'opinion. Le monde, c'est le monde, il évolue comme il évolue, mais c'est troublant. Alors, il me semble qu'il n'y a plus que les enfants qu'on peut aimer durablement, avec engagement, et avec quelque chose à faire, et pas seulement profiter du moment. Mais voilà, je ne sais pas si c'est mon opinion de psychanalyste ou une opinion de personne, ça, je ne sais pas. Je ferai bien appel à mes collègues. Sur la révolution industrielle, j'aurais une petite observation à faire. Parce qu'à un moment, j'ai un peu travaillé ça. Auguste Comte. Vous connaissez l'histoire d'amour d'Auguste Comte. Lui aussi, c'était une grosse tête surdouée de plus. Et puis sur le tard, et puis il était célibataire, ou je ne sais plus, il n'y avait pas rien dans sa vie que la science. Refaire tout le système des sciences, il était suffisamment occupé à ça. Et puis un jour, dans sa vie, il croise dans un salon une jeune fille qui s'appelle Clotilde. Il en tombait perdument amoureux. Il a, je ne sais pas, 50 ans et elle 20 ou quelque chose comme ça. Il était conduit. Et qu'est-ce qu'il en fait? Alors ça, je sais parce que j'y étais. Il en fait une Sainte Vierge de la positivité, de l'Église positiviste. Et il y a une chapelle, encore maintenant à Paris, qu'on peut visiter, qui est dédiée à Clotilde de Vaux.
et voilà, c'est sa Sainte Vierge, il est fou d'elle, il ne l'aura jamais, et il en fait un objet de culte. On peut retrouver les circonstances de l'enfance avec les parents follement aimés et définitivement intouchables. Je ne sais pas si j'ai l'impression de ne pas vous apporter grand-chose avec cette réponse. Vous avez parlé de l'importance du toucher et éventuellement de la vision, en tout cas de Descartes, comme fondement en quelque sorte d'attachement. Moi je voudrais savoir si vous pensez que, parce qu'en fait depuis quelques dizaines d'années, on a d'abord des mamans qui vivent plus longtemps, et puis aussi une grossesse qui est plus explicite, dans le sens qu'il y a l'échographie. Est-ce que vous croyez que, alors je pense particulièrement à la gestation avec l'échographie, l'enfant que l'on sent, que l'on voit, que l'on perçoit, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose dans l'attachement par rapport aux générations avant-guerre, on va dire? Écoutez, ça, j'en sais rien, mais vous avez peut-être une idée là-dessus. Non, j'ai pas Vous avez d'idée. vous avez peut-être plus d'expérience que moi. En fait, pas moi, l'idée personnelle, en tout cas personnelle, c'est pas une idée, c'est à partir du moment où j'ai eu en tout cas pour mon premier enfant, c'était le fait d'entendre son cœur et le fait de le voir, ça a été pour moi quelque chose d'extrêmement fondateur. Ça a été important pour vous? Oui, tout à fait. Oui, je suppose que... Oui, je me demande souvent pourquoi les jeunes ménages envoient des photos de l'embryon. La première échographie, il y en a qui en font comme une carte de visite. Je ne sais pas, j'ai pas d'expérience de ça. Enfin, j'ai expérience personnelle, j'en parle pas, mais pas de patient donc je sache qui s'est fait ça. Donc je ne sais pas, mais bon, je suppose qu'apparemment c'est donc vrai. C'est donc vrai que c'est un enfant, que c'est mon enfant, qu'il est vivant. Ça doit limiter certaines inquiétudes qu'on a forcément quand on est enceinte. Non, mais vu du point de vue des enfants, justement, qui ont été vus, découverts avant, est-ce que ça... Bon, du point de vue des enfants, alors là, je ne sais pas ce qu'eux, ils ont comme point de vue, mais ce qui me semble, c'est qu'on est dans une société de plus en plus contrôleuse, limite intrusive. Oui. Et tout est pour les parents maintenant, on leur dit comment il faut qu'ils fassent. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne le savent pas, mais ça veut dire que la tradition, c'est une bande d'imbéciles, la lignée des Descartes. Hein. La tradition, c'est une bande de crétins cruels et bêtes. Et donc, je vais vous dire, moi, savant, comment il faut faire avec vos enfants. Je ne sais pas s'ils ont raison ou s'ils n'ont pas raison, mais ce que je vois, c'est que, avec les choses visuelles dont vous parlez, la surveillance, c'est devenu une chose absolument universelle. Tout le monde est surveillé. Ça s'oppose à la transmission des savoirs. Et il y a beaucoup de savoirs qui sont perdus, remplacés par d'autres. Je ne saurais pas dire si les nouveaux sont meilleurs que les anciens, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a beaucoup de savoir qui est perdu. Je voyais récemment un paysan approchant l'endroit où il y a un bois. Un bois, c'était un bois moderne, c'est-à-dire il n'y avait que des sapins les uns à côté des autres, des pins, je ne sais plus. C'est le nom de Dieu. Dans ce bois-là, il y a 30 ans, il y avait 18 sortes de bois, et avec chacun, on faisait une chose différente. On ne prenait pas le même arbre pour faire des manches de pioche ou des socs de charrue, plus personne ne sait ça. Donc c'est juste pour dire qu'il y a du savoir qui est perdu, puis il y en a du nouveau qui arrive. Qu'est-ce qu'on y peut ? On peut faire des musées à ciel ouvert. Ouais, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Ça n'empêche pas qu'on peut être émerveillé de s'entendre battre le cœur de son futur bébé. Le monde change. Il a toujours changé, mais en ce moment, il a l'air de changer encore plus vite qu'avant. Oui. Bonsoir. C'est concernant en fait ce que vous avez dit sur l'amour par le transfert. Moi j'ai une autre approche vis-à-vis de ça. Oui. Pareil à partir de Freud. Donc je ne sais pas si ça vient compléter par rapport à ce que vous avez dit, mais je le donne quand même. En fait, pour partir du début, la relation mère-fils doit être considérée en fait d'abord une fusion parfaite en fait où le fils ne manque de rien. Et donc Ça, on voudrait bien que ça soit comme ça. oui, non, en tout cas parce que ce que je veux dire c'est que la complémentarité, en fait, la relation mère-fils est beaucoup plus forte que la relation mère-fille parce qu'il y a une complémentarité homme-femme. Et justement, l'homme et le père est cet inconnu qui vient couper cette fusion parfaite et tirer l'enfant vers l'extérieur, donc quitter cet enceinte clos où il ne manque de rien, où c'est quelque chose de chaud et chaleureux, vers un monde plus froid et plus dur. Raison pour laquelle, pour l'enfant, la reconquête de la mère passe par le meurtre du père. Donc au début par la pleurnicherie, et ensuite par une certaine intelligence, montée sociale, donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'homme, l'amour est d'abord, surtout un effort lié au travail, donc, par rapport à la reconquête, contrairement à la fille qui est plus un projet, dû à l'Oedipe qui est un peu différent. Du coup, je pense que la raison pour laquelle l'homme va chercher une femme, c'est parce qu'il est soumis à deux contraintes. C'est déjà par le père qui le tire dehors, parce que la mère lui appartient pour en parler, et aussi parce que pour l'homme, se faire sa mère, c'est une déchéance totale. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quelque chose de sacré chez la mère. Donc le sacré, c'est de l'ordre de l'intouchable, donc du côté religieux. Donc c'est pour ça qu'il va essayer de transférer l'amour qu'il a de sa mère vers la femme. Et après, ça peut aller plus loin. Le problème, justement, c'est que s'il est autant... comme l'amour est lié à l'effort et au travail, il est beaucoup plus maladroit et beaucoup plus terrifié par le fait d'approcher une femme que contrairement à la femme qui est beaucoup plus subtile, même si elle aussi elle peut être effrayée, elle est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus rusée. Elles ont un point d'avance par rapport à nous. Le fait qu'en fait, comme la complémentarité mère-fille est moins complète, elle va chercher cette complémentarité par le père, donc c'est pour ça que dès son jeune âge, elle est beaucoup plus facilitée par la séduction et comment on peut dire ça, le badinage. Et après, du coup, ça c'était par rapport à pour compléter ce que j'ai dit sur le transfert l'amour par le transfert. Et ensuite, la deuxième, c'était concernant les femmes qui étaient tombées amoureuses de Freud. De leur médecin. Oui, c'est ça. Toutes, presque toutes. Écoutez autour de vous les bonnes femmes qui racontent leurs histoires de médecins. Oui. Mais ça, pour moi, je pense que j'ai une explication pour ça, en fait. Mais là, ça va être un peu plus cru. Je vais essayer d'être un peu direct et concis. En fait,
Alors, pour faire un rapprochement avec homme-femme, l'homme a un organe extérieur qui connaît la dimension, donc le bandage par son organe extérieur, contrairement à la femme qui a une cavité au milieu d'elle-même entre ses jambes et un vide intérieur dans son ventre. Et donc, d'où la raison pour laquelle elle pense que la plénitude ne peut être atteinte que par le fait d'être rempli, entre guillemets, de l'intérieur par un apport extérieur qui est l'homme. Et et aussi, d'où, comment je pourrais dire ça, le fait que, pour être plus simple, comme la femme est beaucoup plus apte à la psychologie parce comme elle est moins, elle a 2 fois moins de muscles qu'un homme et qu'elle souffre plus de graisse au niveau de ses seins, des fesses et sous les bras, elle sait qu'elle est forcée à ne pas, elle n'est pas apte à pouvoir utiliser sa force physique pour s'imposer. Elle est beaucoup, et parce que c'est la rue, donc elle est beaucoup plus liée à la psychologie. Donc c'est pour ça que Freud, comme lui, c'est le premier homme à faire de la psychanalyse. Du coup, c'est le premier homme à essayer de comprendre les femmes, à parler un peu comme avec les femmes, à sortir son côté féminin pour s'approcher de la femme. Il les a écoutés. Pour laquelle les femmes sont beaucoup plus prises de faute parce que c'est un homme qui commence à comprendre les femmes dans ce sens-là. Merci beaucoup. Et ce dont vous parlez, c'est des histoires d'image du corps, de corps. C'est des histoires de corps et d'image du corps, je ne sais pas dire autrement. Et il y a quelque chose qui fait que les hommes sont certainement un peu comme vous dites et les femmes certainement un peu comme vous dites, mais pas que. Parce que les hommes et les femmes, ils sont tous immergés, ils ont tous à leur disposition le registre du langage qui change énormément. Parce que c'est d'une complexité dont on n'a aucune idée. J'entendais il n'y a pas longtemps un physicien dire que la complexité du cerveau humain est 10 fois plus, ou 10 ou 100 fois plus grande que celle de l'univers entier. Et ça, on a tous des cerveaux comparables, donc ça change beaucoup les dispositions qui seraient peut-être liées à l'image du corps, je ne sais pas dire autrement, ce qu'on perçoit des corps, mais il y a la façon dont on habite son corps, ça existe, mais il n'y a pas que ça. Voilà, et pour l'histoire du père, je ne crois pas du tout que le père arrache l'enfant aux mains de la mère. Je ne crois pas non plus que le premier contact avec la mère soit idyllique. On croit qu'il était idyllique parce qu'on l'a perdu, mais c'est vraiment rare. Les maternités comme sur les tableaux, d'ailleurs si vous regardez les tableaux, elles n'ont pas l'air si idylliques que ça. Je crois que c'est un mythe. La plénitude originelle, je crois que c'est un mythe. Dans la réalité, tout peut arriver, même ça. Mais enfin, c'est pas la règle. Et l'intervention du père, elle n'apporte pas qu'un arrachement, elle apporte un soulagement. C'est aussi comme si l'enfant n'attendait que ça. Et quand ils n'en ont pas, qui tiennent le coup, ils s'en cherchent. Donc, je vous dis des choses justes, mais à mon avis, c'est une face de l'histoire qui est largement recouverte par l'évolution ultérieure. Dernière remarque ou question? Comment expliquez-vous la nature extrême? Excuse-moi. Comment expliquez-vous la nature extrême de la relation de Descartes avec Christine de Suède? Il en meurt. Elle est extrême au sens du temps. C'est tout. Il en meurt quand même. Pardon? Il en meurt quand même.
Oui, ben il a attrapé froid. Mais c'est troublant. C'est troublant que cette chose qui n'avait trouvé place dans sa vie que liée à la souffrance et à l'amour, et à la mort, c'est-à-dire l'amour, ça a été l'occasion qui a fait qu'il y est passé lui aussi. Donc, il avait, le registre de l'amour n'était pas accessible pour lui, sauf catastrophe. Après tout, sa mère est morte presque à sa naissance. Enfin, il est né sous le signe de la mort. Voilà, c'est pas la faute à Christine. Christine, c'était une reine, elle avait ses habitudes, elle avait son emploi du temps. Vous savez que les reines sont extrêmement occupées. Et c'était une lève-tôt. Et bon, l'heure de sa leçon de philosophie, c'était 4 heures du matin. Voilà, incompatibilité d'humeur, si vous voulez, mais je ne dis pas que c'est le destin. Mais quand même, ça y ressemble. Ce qui vous arrive vous ressemble, disait je ne sais pas qui. Voilà, ça lui ressemble, ça. Ça ressemble à toute sa vie. Voilà l'histoire d'un scientifique. Merci beaucoup, Daniel. Avant de nous quitter pour ce soir, donc je vais vous rappeler la deuxième séance en fait, du séminaire Parlez-moi d'amour. Donc la prochaine séance c'est le lundi 3 décembre, donc toujours à 20h30, et ce sera Anne de la Fosse-Bazin qui nous parlera de l'amour véritable chez l'enfant dans la cure et dans la vie.